Bienvenue dans les Voix des solutions. Parce que j'ai la chance de croiser des personnalités engagées pour un monde plus inclusif, j'ai souhaité partager ces rencontres avec vous dans cette série de podcasts. Les jeunes ruraux n'ont pas les mêmes chances de bâtir leur avenir que ceux des grandes métropoles. Celle qui affirme cela, c'est mon invitée d'aujourd'hui. Avec elle, nous allons parler égalité des chances pour les jeunes et lutte contre les fractures territoriales. Mon invitée, c'est Salomé Berliou. Bonjour Salomé. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger sur un thème qui nous est doublement cher au Crédit Agricole, l'égalité des chances pour les jeunes et les ruralités. Mais avant tout, je voudrais vous présenter Salomé. Vous êtes très jeune, mais déjà avec un parcours incroyablement riche et entrepreneurial. Vous grandissez dans un hameau de l'Allier, puis vous suivez des études prestigieuses à Sciences Po, Paris et l'École normale supérieure. Puis enfin, vous démarrez votre vie professionnelle dans des cabinets de conseil, puis en cabinet ministériel, et c'est ainsi que vous réalisez combien les territoires ruraux demeurent un angle mort des politiques publiques. Alors en 2016, vous décidez de devenir entrepreneur social en fondant l'association Chemin d'avenir, qui est rebaptisée depuis Rura, pour accompagner les jeunes issus de territoires ruraux et de petites villes dans la construction de leur avenir. Salomé, les ruralités, ça concerne pas moins de 40 millions de Français. Et un jeune sur 4 de moins de 20 ans vit aujourd'hui en milieu rural, dans des petites villes de moins de 25 000 habitants, éloignées des pôles universitaires, éloignées des centres de décision, éloignées des grands centres économiques. Alors pour entrer dans le sujet, j'aimerais vous poser une première question. On l'a vu, vous avez grandi dans cette ruralité. En quoi votre propre expérience de vie, votre vécu, vous a amené à créer Rura ? Merci beaucoup de me recevoir et de cette question qui est à la fois très personnelle et qui en même temps, je trouve, dont la réponse n'a d'intérêt, je pense, que parce qu'elle fait écho au destin de millions de Français et de jeunes Françaises et Français. Donc effectivement, cette dimension rurale, elle est très très structurante pour moi. J'ai grandi dans l'Allier et la Nièvre jusqu'à mes 18 ans et j'ai eu une enfance et une adolescence d'ailleurs très heureuse à la campagne, et ça je trouve qu'il faut le dire et le redire. Vivre dans un hameau, dans un village, dans une petite ville, ça n'est pas forcément un enfermement, ça présente plein d'atouts et donc voilà, tous les constats posés par Rura et tous les combats qui sont les nôtres n'incluent pas une forme de misérabilisme et de regard négatif sur la ruralité. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, être adolescent dans la ruralité, ça emporte une série de conséquences sur son avenir. Et donc, à titre personnel, ces conséquences-là, je les vivais. Pour vous donner des exemples très concrets, quand j'ai eu fini mon collège et qu'il a été question d'entrer au lycée général et technologique, ce qui va de soi dans le cœur de Paris, eh bien, nous, il fallait forcément qu'on déménage ou alors que je sois interne, mais il n'y avait pas d'établissement scolaire suffisamment proche pour aller au lycée. Vous étiez à combien de kilomètres ? On était à une grosse heure. Une grosse heure. Donc ça voulait dire déménager. Donc la famille a déménagé pour se rapprocher d'un lycée, en l'espèce à Nevers, plutôt côté Nièvre. Ensuite, pour donner un autre exemple, j'étais une bonne élève et quand j'ai envisagé de faire une classe prépa en terminale, je me souviens vraiment très bien de mon professeur de philosophie qui m'avait dit, en souriant gentiment et avec un rien de paternalisme, Salomé, si vous voulez faire une classe prépa, en revanche, ne rêvez pas. Vous pouvez tenter, mais ne demandez pas Paris. Paris, ça n'est pas fait pour nous. Et c'était pas uniquement, ça n'est pas fait pour vous. Ça n'est pas fait pour nous, ruraux et habitants de petites villes. Demandez des prépas à Dijon ou à la limite à Clermont-Ferrand. Sinon, 1, vous ne serez pas prise. Et 2, si vous étiez prise, vous vous casserez les dents. Et je n'ai demandé que Paris, têtu. J'ai eu toutes les prépas que je demandais, y compris les meilleures prépas parisiennes. J'étais boursière sur critères sociaux, j'étais bonne élève, il n'y avait pas de raison objective de ne pas pouvoir intégrer ces classes prépas-là. Mais donc, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'arrivant à Paris, je me suis heurtée, et après j'en arrêterai là avec mon histoire personnelle, mais encore une fois, elle n'a d'intérêt que parce que en échangeant un peu avec des jeunes issus de la ruralité ou des petites villes, on se rend compte que tous ont rencontré ces obstacles-là.
Arrivant à Paris, boursière sur critères sociaux, venant d'un milieu qui n'était pas le milieu du microcosme parisien et étant en classe prépa, effectivement, je n'avais pas lu ce qu'il fallait lire, je n'avais pas vu ce qu'il fallait voir. Je marchais sur les berges de la Seine avec des camarades de prépa qui me parlaient des monuments autour de moi et je n'étais pas capable de les comparer, d'y faire référence. La plupart d'entre eux savaient qu'il y avait un concours à la fin de la prépa et avaient déjà commencé à s'y préparer. Et quand moi, je découvrais juste les épreuves du concours. Je n'étais pas allée à l'étranger. Dans la ruralité, dans mon village, évidemment, on maîtrisait mal les langues vivantes parce que de toute façon, il n'était pas question de parler anglais. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait vraiment parié sur nous de ce point de vue-là? Donc voilà, ceci plus cela fait que j'étais objectivement dans une situation d'inégalité de départ face à l'avenir par rapport à des jeunes étudiants bordelais, lyonnais, parisiens. Qui avait non seulement dans certains cas un capital économique, mais aussi et peut-être surtout un capital socio-culturel différent. Et donc, j'ai eu la chance, vous aviez la gentillesse de rappeler mon parcours en introduction, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'abord d'être boursière et donc en fait d'avoir cette aide qui faisait que et d'être logée à Paris par de la famille. Donc, je n'avais pas à payer un loyer. Donc, j'ai eu le luxe de pouvoir présenter des concours, les rater, notamment pour les raisons susmentionnées de manque de référence et d'y retourner. Donc, en fait, de prendre plus de temps. Et souvent, les parcours des jeunes ruraux, ce sont des parcours plus lents. Parce que notamment, il faut souvent... voilà, exactement. Et donc moi, j'ai eu ce luxe de pouvoir y retourner. Alors, on peut dire aussi cette persévérance, mais c'est vraiment un mélange des deux. Et donc, de tout faire par la petite porte pour finir, puisque effectivement, j'ai intégré l'école normale supérieure et la Sorbonne, mais sur dossier, dans une classe qui prenait 25 jeunes boursiers par an. Et ensuite, Sciences Po Paris en affaires publiques, mais en master. Donc ça fait partie des choses que je dis beaucoup aux jeunes que j'accompagne et qu'on accompagne avec Rura quand j'échange avec eux. C'est aujourd'hui, à 35 ans, on voit mon curriculum vitae et on se dit « Ah waouh, il y a telle et telle case cochée », y compris celle effectivement des cabinets ministériels, etc. Et la réalité est beaucoup plus heurtée et complexe que cela et dit beaucoup de cet ancrage rural que j'ai souhaité ensuite injecté dans ma vie professionnelle. Il y a une phrase que j'ai lue, que vous avez écrite, Salomé, c'est « Les jeunes ruraux ne peuvent bâtir un avenir à la hauteur de leur potentiel ». Et quand je vous entends, j'entends cette phrase, en fait, avec cet empilement d'obstacles dont vous parlez, socioculturels. Et c'est assez frappant, effectivement, de vous entendre bien nous décrire, en fait, cette série d'obstacles et en même temps cette persévérance qui a été la vôtre. Et juste pour finir là-dessus, ce moteur, cette persévérance, vous allez la chercher où, finalement ? Quand vous tenez tête à votre professeur de philosophie, et que vous tentez quand même l'aventure, qu'est-ce qui a été votre moteur à vous ? Oui, en plus, c'est drôle que vous demandiez cela, parce que je pense que pendant très longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas persévérante et j'ai découvert l'être, notamment via l'entrepreneuriat, parce que très clairement, si on n'est pas persévérant, voire opiniâtre, je pense que dans l'entrepreneuriat, ça ne tient pas longtemps. Peut-être même a fortiori dans l'entrepreneuriat social, où il y a quand même beaucoup de défis qui s'empilent. Mais je ne sais pas... je pense que j'avais ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette histoire de potentiel qui m'obnubilait déjà pour moi et ensuite assez vite pour les autres, c'est-à-dire la peur de gâcher ce qui existe, que ce soit sur un plan académique ou professionnel ou tout simplement de la vie et de la place qu'on a envie d'occuper. Et donc j'avais un peu cet aiguillon-là. Alors même chose, mais là c'est très personnel, mais je pense que j'ai été en partie, en tout cas étudiante justement, j'habitais avec mes grands-parents. Et je pense que le fait d'être avec des personnes âgées aussi beaucoup, ça c'est une sorte d'indicateur par rapport au temps qui passe et au fait que c'est quand même pas mal de éventuellement se concentrer sur ce qu'on veut faire tout de suite. Donc voilà, je pense que ça a joué beaucoup, la présence l'omniprésence même de mes grands-parents dans ma vie a pas mal et un aiguillon, on va dire. Alors de persévérance, on va en parler maintenant parce que la création quand même de Chemin d'avenir et de Rura aujourd'hui, c'est quand même une belle aventure. C'est quoi la mission de Rura ?
Donc notre mission, c'est de lutter contre les fractures territoriales en pariant sur les jeunes des zones rurales et des petites villes. Et en partant de ce triple constat dont on a commencé à parler, c'est-à-dire d'abord le fait que les jeunes des zones rurales et des petites villes sont extrêmement nombreux. Alors il y a on peut prendre plusieurs chiffres possibles, mais disons que c'est 10 millions des moins de 20 ans qui vivent dans ces territoires. Deuxièmement, le fait qu'ils font face à une série d'obstacles qui portent atteinte à l'égalité nous on aime bien dire des opportunités plutôt que des chances d'ailleurs, entre les jeunes français. Et donc on a commencé à en citer, mais ça va du manque d'informations concernant les filières et les métiers qui existent pour eux, à l'autocensure sur le thème de c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, en passant par les enjeux économiques, puisque cette France c'est aussi la France des fragilités économiques et sociales. Ça c'est un chiffre qu'on oublie souvent, mais aujourd'hui 80% des milieux modestes vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, donc dans cette France-là, et ça a forcément un impact sur le quotidien et le champ des possibles de ces jeunes. La question de la mobilité géographique et sociale, la question de la fracture digitale. Et c'est d'ailleurs drôle comme chacun de ces obstacles pris indépendamment peut avoir l'air surmontable. Et pour nous, chez Rura, c'est vraiment cette accumulation d'obstacles qui crée un parcours du combattant. Et le troisième constat dont on part et dont je pars en 2016 quand je crée l'association, c'est le fait qu'effectivement, pendant très très longtemps, et encore à l'époque, ce sujet est un angle mort total des pouvoirs publics, des dispositifs d'égalité des chances dans le secteur privé, au point que quand on frappe aux portes des ministères et des entreprises en 2016 pour présenter le mandat de l'association, vraiment, je vais pas dire qu'on nous rit au nez, mais en tout cas, on nous ouvre pas grand les portes. Et on me répond, écoutez mademoiselle, vous n'allez pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes qui seraient les jeunes de la France périphérique ou les jeunes des zones rurales et des petites villes. Il y a déjà des catégories de jeunes existantes. La ruralité n'est pas un sujet, n'est pas un problème. Et donc, je pense que c'est ce qui nous conduit dès le début à construire l'association sur deux axes d'égale importance. D'une part, un accompagnement direct des jeunes dans la ruralité avec pour objectif de changer la vie des jeunes dans ces territoires. Donc c'est ce qui nous a conduit à accompagner 100 jeunes, 300 jeunes, 500 jeunes, 1000 jeunes dans ces territoires. Et là, on est à 13 000 jeunes accompagnés depuis 2016 en cumulé. Je pourrais revenir ensuite, si vous le souhaitez, sur comment. Oui. Mais donc là, c'est la partie, on va dire, impact direct. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensuite, ce qui nous positionne comme une structure de l'entrepreneuriat social, c'est le fait que ça, c'est notre accompagnement direct et une forme de laboratoire d'innovation sociale et territoriale. Et en parallèle, notre deuxième objectif, c'est, vous allez voir, pas très modeste, changer la société française au profit de ces territoires-là et de ces jeunes-là. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire provoquer un changement de mentalité pour que chaque institution et chaque individu, les pouvoirs publics, les entreprises, les médias, l'économie sociale et solidaire, puissent développer à leur tour des dispositifs à même de changer la donne pour les jeunes ruraux de manière bien plus drastique que ne peut le faire une association seule comme Rura, où nous, on a beau faire les choses avec cœur, énergie et détermination. 13 000 jeunes, bien sûr, c'est bien. Mais même en s'épuisant à la tâche et en appuyant sur tous les curseurs en termes de croissance numéraire, on ne sera jamais à la hauteur des 10 millions si on est seul. D'où le fait d'avoir sans cesse ces deux jambes quelque tension. Part. Voilà. Mais ce qui nous oblige beaucoup parce que quelque part, il y a ce côté accompagnement direct qui doit être de qualité dans l'innovation et dans un changement très concret de destinée individuelle. Et en parallèle, toute une partie de plaidoyer, d'influence et de transformation, de recherche de changements systémiques à l'échelle du pays. Et ça, il faut avancer à petits points constants, on va dire. Sur le premier point, notamment l'accompagnement des jeunes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui vous ont marqué, en tout cas, où vous avez eu le sentiment que vraiment vous avez changé la vie de ces jeunes en particulier ? Oui, alors je trouve que quand on donne justement des exemples sur alors je n'aime pas le terme de bénéficiaires, sur les jeunes qui ont été accompagnés par Rura, ce qui est bien, c'est que ça permet tout de suite de mettre la lumière sur notre philosophie, qui n'est absolument pas une philosophie uniquement centrée sur l'excellence des résultats scolaires ou une dynamique qui consisterait à dire tout le monde dans les grandes écoles, tout le monde dans les grandes métropoles. En fait, notre obsession, et on en parlait, c'est celle du potentiel des jeunes. Il s'avère que le potentiel à 14, 15, 17, 18 ans peut se traduire par un potentiel académique. Et en France, comme on le sait, c'est mieux et c'est plus pratique d'être bon élève que moins bon élève. Donc, on accompagne ce potentiel-là
quand il existe, mais on accompagne aussi bien des jeunes qui ont envie de faire des grandes écoles ou d'aller à l'université, de faire des études supérieures, que des jeunes qui ont envie de faire des filières très courtes et de s'insérer très vite dans la vie professionnelle. On accompagne aussi bien des jeunes qui ont envie de partir que des jeunes qui ont envie de rester, et enfin des jeunes qui ne savent pas du tout. Toute notre question, c'est celle du choix, et de faire en sorte que les jeunes qui sont accompagnés par Rura aient le choix, autant qu'il est possible d'avoir le choix et de s'affranchir des déterminismes socio-géographiques, familiaux, parce que ne rêvons pas, il reste toujours des entraves et on ne peut pas lutter contre tout. Mais en tout cas, que dans la construction de leur parcours, ils partent d'eux-mêmes et pas uniquement de ce qui existe dans leur bassin d'emploi, dans leur village, ce que font leurs parents ou les parents de leurs meilleurs copains. Et donc, dans cette perspective-là, on peut donner des exemples un peu dans toutes les directions, je trouve. On peut donner des exemples de jeunes. Alors, je pense à un jeune notamment qui est des premières promotions de l'association, qui était à Moulins-sur-Allier, donc dans le même département que moi, et dont la mentor était à l'époque travaillait à New York. Donc, vous voyez on pourra y revenir, mais le mentorat est un des leviers qu'on utilise dans l'accompagnement de nos jeunes. Ça n'est pas du tout le seul. Et d'ailleurs, on est assez convaincus que le mentorat, ça marche, mais que sur des jeunes aussi jeunes, ça marche quand c'est très outillé, très accompagné, très encadré, que les mentors sont formés, qu'il y a une méthodologie et qu'il y a aussi d'autres outils d'accompagnement. Mais donc, en tout cas, ce jeune-là, Samuel, avait une mentor qui était à New York, et donc il rêvait de faire Sciences Po. Et il dit lui-même que le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui avait fait cette filière-là, de pouvoir qu'elle-même le mette en relation avec d'autres personnes qui avaient ce type de profil et de trajectoire, le fait de pouvoir préparer les épreuves avec elle, d'être sûr de lui, de lutter contre un certain nombre de croyances limitantes qu'il avait, de développer aussi des projets qu'il pouvait défendre à l'oral, de pouvoir capitaliser sur des talents qu'il avait mais qu'il n'aurait pas forcément développés, par exemple. Donner confiance, tout simplement. Voilà, en termes d'engagement associatif, etc. Ça lui a permis d'intégrer Sciences Po. Et puis par ailleurs, il était allé la voir à New York, ce qui est fou pour un jeune du Bourbonnais. Voilà. Bon. Et donc il y a ce type d'exemple, mais en parallèle, c'était un exemple dont je parlais encore hier. Je pense à un jeune qui habitait à côté de Nevers, dans la Nièvre, et qui, lui, son rêve, c'était d'être chef de rayon au Décathlon de Nevers, parce que très sportif et parce que sentant qu'il avait une fibre commerciale. Et donc, on l'a accompagné pour accomplir cette vocation-là. Et donc, lui, il avait très envie, par exemple, de rester chez lui, au sein de son territoire. Et en fait, ça aurait été une erreur de chercher une autre voie, de l'envoyer à l'autre bout de la France, de le pousser à faire des études plus, alors qu'il avait ce projet très précis qui coïncidait parfaitement avec ses aspirations. Voilà, deux exemples assez différents, de deux garçons d'ailleurs, mais je pourrais donner des exemples de jeunes femmes, d'autant plus qu'on a un programme d'empowerment au féminin qui s'appelle Elles osent et qui a pour objectif de lutter contre un déterminisme qui est parfois triple de genre, géographique et social. Quand vous êtes une jeune fille d'origine modeste dans la ruralité, vos chances de prétendre au métier de chirurgienne ou de pilote de chasse, par exemple, sont très faibles. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme cela. Sur la deuxième mission que vous êtes fixée, le changement de mentalité, on a l'impression quand même que la ruralité, ça rentre de plus en plus dans le débat public. On parle beaucoup de la culture nature, on en parle évidemment beaucoup avec le changement climatique, mais on en parle aussi avec les déserts médicaux. Comment est-ce que vous voyez cette évolution-là et justement votre rôle à vous en particulier, il s'appuie sur quoi ? Donc effectivement, le terme de ruralité, peut-être même encore plus de territoire, est à la mode, semble-t-il, depuis notamment le mouvement des Gilets jaunes, si on le date. Et depuis, symboliquement, on peut penser à la nomination de Jean Castex à l'époque comme Premier ministre, qui avait été aussi choisi parce qu'il incarnait ça, y compris avec son accent chantant. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des symboles qui montrent à quel point la nuance, la subtilité dans la perception de ces territoires et dans le récit qu'on en fait n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, bon, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, on regarde un peu plus ces territoires collectivement depuis ces dernières années. Les jeunes qui y habitent
En réalité, pas tellement. Et surtout, nous, ce qu'on voit et ce dont on est convaincu, c'est que, en fait, comme il y a des décennies de retard dans la prise en compte de ce sujet et de ces jeunes, pour se centrer sur la question des jeunes, on ne peut pas y aller de manière homéopathique. Si on veut vraiment changer la donne pour ces jeunes, malheureusement, il faut y aller de façon massive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des dispositifs d'égalité des chances n'ont pas été pensés pour la ruralité. Je pourrais donner des exemples concrets, mais vous voyez le Pass Culture, par exemple, qui est un très bon dispositif, très vertueux à l'échelle nationale, pensé pour donner accès à la culture de manière, y compris à ceux qui n'y ont pas accès via leur environnement familial. C'est la même dotation que vous recevez à l'échelle individuelle et collective de votre établissement scolaire, que vous grandissez dans le cœur de Paris avec tout à proximité, ou que vous grandissiez dans un village des Vosges, où en gros, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de... Et donc, il y a des études qui montrent d'ailleurs que les jeunes ruraux vont plutôt renouveler leur abonnement à Netflix ou à Canal+, évidemment, plutôt que pratiquer une autre forme de culture. Et pour cause, tout est loin. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de mentalité, quand on pense des dispositifs, nous semble-t-il chez Rura, aujourd'hui, il faudrait quand même toujours avoir le réflexe de se demander si ça coïncide avec la réalité des jeunes. Préoccupation permanente. Exactement. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, en gros, on pense la ruralité, soit on n'y pense pas, soit on la pense mal, de manière caricaturale, un peu sur le thème de l'amour est dans le pré. On la pense de Paris. Exactement, avec une vision très tournée vers l'agriculture. Et ça, c'est c'est aussi par le biais des publicités, des séries, des films, des livres pour enfants. Ou quand on pense ruralité, vraiment, on pense agriculteur, on pense une ferme avec un toit rouge et un tracteur. Alors que, et ça, d'ailleurs, vous le savez bien au Crédit Agricole, mais les agriculteurs, c'est moins de 6% des actifs dans la ruralité. Donc, il y a beaucoup d'autres professions. Et donc, les jeunes qu'on accompagne ne sont pas tous fils et filles d'agriculteurs, bien au contraire. Et donc, toute la question pour Rura, c'est de faire évoluer effectivement le regard sur ces territoires, de façon à ce que ça ne soit pas un regard exotisant, misérabiliste, essentialisant, et de façon à bien comprendre quelle est la vie des gens qui y habitent, quels sont les défis des jeunes qui y grandissent, de manière à pouvoir y répondre. Et de quoi ils ont vraiment besoin. Et à ce titre, Salomé, j'aimerais bien que vous me parliez de l'action des entreprises. Donc nous, au Crédit Agricole, on est très engagés à vos côtés, mais au-delà de ça, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi une entreprise peut contribuer et peut aider, justement, aussi à faire changer ces mentalités. Oui, vous avez raison. Donc effectivement, vous êtes partenaire de Rura et de Chemin d'avenir avant Rura depuis plusieurs années maintenant, à la fois d'ailleurs au niveau du groupe, de la fondation, des caisses régionales. Et donc les entreprises, elles peuvent évidemment, et elles le font d'ailleurs de plus en plus, s'engager en soutenant des associations sur le plan financier d'abord, parce que ça, il faut le dire, avant tout, des structures comme la nôtre ont besoin de soutien financier pour se développer, croître, se structurer et atteindre leur niveau d'ambition. Ça peut être aussi en engageant des collaborateurs, en recevant des jeunes en stage, enfin ce genre de choses. Et puis ensuite, de manière peut-être un peu plus macro, il nous semble chez Rura qu'il y a quelque chose à penser du côté de la recherche d'une diversité territoriale. Et donc d'ailleurs, de plus en plus, on essaie d'intervenir et j'essaie d'intervenir pour faire des conférences et un accompagnement, y compris des ressources humaines, d'ailleurs parfois même du top management, sur ces questions de diversité territoriale, en questionnant par rapport à ce qui peut déjà exister en matière de diversité, d'égalité femmes-hommes ou de diversité au sens plus classique, au sens, on appelle ça la diversité ethnique, et donc d'interroger sur la diversité territoriale, et donc de voir dans quelle mesure, et encore une fois, dans le cas du Crédit Agricole, vous avez une implantation territoriale et un ADN qui fait que ces problématiques-là, vous les avez en tête et vous les connaissez, mais malgré tout, s'interroger sur quand il y a une offre pour un jeune cadre au siège, par exemple, qui sort, est-ce qu'on est sûr que cette offre d'emploi, elle est accessible partout, y compris pour les jeunes ruraux? Est-ce que ces jeunes-là, ils vont pouvoir passer les entretiens à distance? Est-ce que s'ils portent mal le costume et s'ils ont un accent, je sais pas, du Nord un peu marqué, même pour un poste à Paris ou un accent du Sud de la France, est-ce que malgré tout, dans les imaginaires, quand on les imagine face à des clients, quand on les imagine prendre des responsabilités, est-ce que ça joue ou pas? Est-ce que, encore une fois, si ces jeunes n'ont pas une maîtrise du niveau de langue
Est-ce qu'on va pour autant réfléchir à favoriser leur profil ou pas? S'ils ne maîtrisent pas un certain nombre de compétences transversales, est-ce qu'il y a toute une logique consistant à les intégrer et ensuite à les accompagner pour les faire monter en puissance, en responsabilité, en compétences assez vite? Et tout ça dans une logique de performance, alors dans une logique évidemment éthique, parce qu'on part du principe que c'est donner sa chance à des individus qui n'ont pas forcément accès à ces offres-là de par leur réseau familial ou par les premiers diplômes qu'ils ont obtenus, mais aussi, et ça il y avait une étude de l'Institut Montaigne à l'époque qui avait travaillé sur la diversité en entreprise, mais plutôt au sens de comment est-ce qu'on peut intégrer des profils, y compris dans les quartiers, dans le cœur de nos entreprises, et ça avait à la fois fait du bruit et fait bouger les lignes sur cet aspect-là de la diversité. Mais cette étude, elle montrait très bien à quel point est-ce que c'était aussi profitable en termes de performance, parce que meilleure marque employeur, parce que meilleure connaissance des métiers, meilleure connaissance des clients, des besoins du territoire. Et donc nous, notre pari, c'est que cet aspect-là, territorial, s'il est de plus en plus intégré dans les recrutements, le management et la gestion des ressources humaines des groupes, y compris ceux qui sont très implantés à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, ce sera très profitable à ces groupes-là. En tout cas, merci beaucoup, Salomé. J'ai beaucoup apprécié une chose que vous avez dite, c'est l'égalité des opportunités. Je trouve que c'est un terme que je vais garder parce qu'il est extrêmement positif. Et en ce qui concerne les jeunes de la ruralité, je trouve que c'est très porteur. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci pour votre écoute. Retrouvez Les Voix des Solutions sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.